Jérôme, bonjour. Bonjour Catherine. Comment ça va? Super bien. Qu'est-ce que c'est beau. Ah oui, si, qu'est-ce qu'on est bien. D'ailleurs, on nous appelle dans les marais le poumon vert de Bourges. Embarquement immédiat. Allez, on y va. Bonjour, cette semaine je suis ravi de vous emmener dans le Berry, cette province que les berrichons s'emploient à mieux faire connaître. Vous pouvez compter sur moi pour percer quelques-uns de ses secrets. Voilà, soyez les bienvenus dans mes échappées belles berrichonnes. Des échappées avec des portes qui s'ouvrent. Je lui ai dit que vous pouviez lui montrer les endroits secrets de la cathédrale. Un petit peu. Un petit peu. Et derrière ces portes, J'ai les premières armes à feu inventées en France. de quoi satisfaire la curiosité de Jérôme. Exceptionnellement, on va rentrer dans ce boudoir. Le Berry a autrefois inspiré de grands écrivains C'est la fameuse maison de George Sand. Elle avait la main verte. Elle avait la main verte. et de nombreux artistes. Un matin, il s'est réveillé et m'a dit, tu sais, j'ai rêvé que les portes et les fenêtres de la maison, on les peignait en rouge, en bleu, en jaune et en noir. Et ben, je suis allée acheter la peinture. Et cela est toujours vrai aujourd'hui. J'ai tenu parole. De quel pays tu es? Angleterre. Angleterre. Tu es vraiment sérieuse? C'est pratique. On voit les vendangeurs en bas, regardez, avec la hotte et tout. Avec aussi des poules, des ânes, une, deux chevaux et des chevaux. Voilà, c'est bien mon grand. Champagne pour tout le monde! Début du voyage à Bourges. Les marais d'Yèvre datent vraiment du XVIIe siècle, 1640. Parce qu'avant, ce n'était que des marécages insalubres qui ont été façonnés par l'homme pour pouvoir les cultiver. Et le maraîchage professionnel a commencé à ce moment-là. Maintenant, Jérôme, je te propose d'aller faire un tour dans le vieux Bourges. D'accord, une sorte historique. Voilà, avec sa cathédrale. On est parti. Cette rue, elle est très représentative de la ville. Oui, très. C'est vraiment le centre historique. C'est une très vieille rue, la rue Mirbeau. On l'appelait la rue de l'Enfer, jadis. On y faisait des mauvaises rencontres. D'accord. Et maintenant, c'est devenu une rue très commerçante. Alors là, nous allons emprunter le passage Casse-Cou. Et pourquoi le passage Casse-Cou? Parce que, tu vois, ça n'était pas aisé à emprunter. C'était sans doute un peu dangereux aussi. D'accord. Alors, Jérôme, je voulais te montrer un lieu, un édifice emblématique de Bourges, le palais Jacques-Cœur. Ouais, ah c'est ça, c'est magnifique. Voilà, qui était le grand argentier de Charles VII, était très riche. D'accord. Et donc, il a décidé de faire construire ce palais où il rappelait un petit peu les styles de tous ses voyages, donc italien, oriental. Il est très associé à la ville de Bourges. Il a... Extrêmement. Ouais. Et il a beaucoup participé à l'essor de la ville. Et tu connais la devise, à cœur vaillant. Rien d'impossible. C'est de lui ça? Super. C'est de lui. D'accord, ok. En plein cœur du Berry, il existe une route touristique qui rend hommage à Jacques Cœur. Elle serpente d'un monument historique à l'autre, déclinant le patrimoine national de la région. Ça traverse tout le département du Cher, du nord au sud, et ce sont à chaque fois des villes historiques ou des monuments qui sont extrêmement bien conservés et qui ont tous participé par leurs propriétaires ou par leur collection à l'histoire de France. C'est à Bourges que la route commence. Parti de peu, Jacques Cœur réussit à faire fortune. Il ordonne la construction d'une maison bourgeoise que l'on nomme aujourd'hui un palais. C'est exactement un livre ouvert. C'est-à-dire que toute la décoration qui est contenue dans le monument raconte des éléments de la personnalité ou de la vie de Jacques Cœur. Jacques Cœur a inventé le logo, donc tout le bâtiment est frappé du cœur et de la coquille.
là-bas, vous voyez, vous avez un tympan qui représente une scène de préparation d'un repas. Et ça indiquait tout simplement qu'en prenant cette porte, on allait directement aux cuisines du monument. Comme on ne savait pas lire à l'époque, c'était un peu une signalétique avant l'heure qui indiquait les choses très précisément. Alors nous voici dans une des plus belles salles du monument, qu'on appelle la salle des festins. Alors ce qui indique qu'on est à la salle des festins, c'est ce petit personnage qui tient une mandoline avec ses grelots, le fou du roi, la salle des plaisirs. Né au XVe siècle dans une France en guerre contre les Anglais, Jacques Coeur est néanmoins entouré de fastes vestimentaires et architecturaux. C'est le règne du paraître. Que ce soit pour faire la guerre ou pour parader à la cour, il faut beaucoup d'argent et il va s'employer à en trouver pour son roi Charles VII, celui-là même qui sera sauvé par l'armée de Jeanne d'Arc. Le Berry, au XVe siècle, c'était le cœur du pouvoir puisqu'il y avait Charles VII qui était présent et il était en proie à pas mal de souhaits de conquête par les Anglais qui étaient juste au sud et par les Bourguignons à l'est. La route qu'emprunte Jacques Coeur ira jusqu'en Orient, jusqu'à Damas. Elle est pavée d'or et d'argent. C'est un commerçant hors pair, fin diplomate. Sa fortune servira la cause du roi et par là même celle de la France. Johann Saliou a combiné son métier avec sa passion pour l'histoire en créant des bijoux à base de monnaies anciennes. Celle que frappait Jacques Coeur il y a environ 600 ans lui a inspiré une nouvelle création qu'il a mise au point avec un ami numismate. Salut Yannick, tu vas bien? Ça va, nickel. Bah tiens, regarde. Voilà. Ah ouais, super. Elle est réalisée. Super, vraiment, c'est très réussi. On a imaginé une pièce vraiment de l'époque, quoi. Là, vous avez une vraie monnaie de Charles VII. Il était assez en avance sur son temps parce qu'il travaille beaucoup à l'exportation, à l'importation. Et je crois qu'il a beaucoup amélioré la situation de Charles VII, hein, qui n'a pas été très reconnaissant plus tard, d'ailleurs. La route touristique Jacques Coeur longe aussi des châteaux exceptionnels, témoignant tous des fastes du royaume de France. Le marquis de Mortemart arpente sans faiblir l'immense domaine de ses ancêtres, qui va des champs et forêts aux plus beaux salons restés meublés au fil des siècles. Jacques Coeur n'a jamais eu Meillan. Ça, je tiens à souligner, parce que Jacques Coeur avait beaucoup de châteaux. Et Meillan n'a jamais été vendu à travers les siècles. Ça aussi, c'est très important. Et je vais vous montrer, j'ai les premières armes à feu à avoir été inventées en France. Ancêtre de la coulevrine, arquebut à crosse servait aussi à défendre un château en cas de siège. Dans cette salle d'armes, les fantômes de la défaite d'Azincourt qui marqua le recul cuisant des Français face aux Anglais jusqu'à l'arrivée de la pucelle. Les Anglais ont battu les Français parce qu'ils avaient des archers et ils tuaient les Français de très loin, qui n'étaient pas moins courageux qu'eux, qui étaient beaucoup plus nombreux, beaucoup plus riches, et malgré tout, les Anglais nous ont mis vulgairement la pâtée. D'un château à l'autre, cette route qui traverse le Berry dévoile petit à petit un patrimoine à redécouvrir au plus vite. Quelle façade extraordinaire. C'est exceptionnel, hein? Elle a vraiment une particularité, c'est 5 portails qui donnent sur 5 nefs. C'est la plus large de France. Ok, d'accord. Il faut savoir qu'elle était à l'origine de style roman. Ouais. Et au XIIe siècle, a été érigée par-dessus une cathédrale de style gothique. D'accord. On pourrait rester des heures à regarder les détails Oui. et toutes les histoires qui sont racontées là. C'est le jugement dernier, c'est quoi? Le jugement dernier avec l'enfer à droite. Ouais. Les damnés. Et les damnés et à gauche, donc les élus qui vont au paradis. D'accord. C'est toujours fascinant ces édifices comme ça, immenses. Ah.
On se sent tout petit. Je suis très impressionné par le C'est détail. très riche de détails. Ouais. Oula. Très lourde porte. Bonjour Anne-Isabelle. Bonjour Catherine. Je vous présente un ami, Jérôme. Enchanté. Bonjour Jérôme. Je lui ai dit que vous pouviez lui montrer les endroits secrets de la cathédrale. Un petit peu. Un petit peu, oui. Elle est favorisée. Ouais. Vas-y. Ah, il y a un peu d'air, ouais. Nous allons monter 396 marches. Merci, ça casse pas le moral. Ne cours pas, Catherine. Garde ton souffle. Elle va vite, oui, c'est vrai. Non, je vais ralentir. Oh là là, c'est joli. Oh. Superbe vue. Ça va? Oui, ça va. va. Je me recule un petit peu parce que c'est impressionnant. C'est Oh là là. incroyable. On dirait une coque de bateau, mais retournée. C'est vrai, à l'envers. Vraiment un vaisseau immense. C'est l'un des rares exemples de charpente conservée, quasi complète, d'une cathédrale gothique. Et on a estimé à environ 900 chaînes la quantité nécessaire à l'édification de cette charpente. On est vraiment des privilégiés quand même là. Hein. Trop vite. Il y a du vent, oui. Ah oui. Waouh. Ouf. Oui, ça fait du bien. C'est magnifique. On est sur le toit de Bourges. Ah oui, il fait le roi du monde. C'est bluffant. Je suis, certains diront que je suis au centre de la France. Tout à fait. Quasiment. Il y en a qui diront que c'est ailleurs, mais pour moi, ça m'arrange. Je suis au milieu. Le point le plus au sud-ouest, c'est ça? Le centre de la France se trouve dans le Berry, mais on ne sait pas trop où. Tout le monde le cherche. Des géographes, des mathématiciens, des instituts très sérieux, mais aussi ces trois amoureux du bitume qui partent aujourd'hui à sa recherche. Voilà. Et donc là, Et toi, tu mets ton doigt entre les deux. mets ton doigt. Voilà, on doit au niveau. Eh ben, on est pas mal, hein. On doit être par là. Eh ben, c'est ce que je dis toujours, on est près de tout et loin de tout à la fois. On se déplace beaucoup avec nos 2 chevaux pour aller à des rassemblements nationaux. Et où soit la région, c'est-à-dire qu'on a eu l'exemple il y a 3 ans, c'était à Saint-Dizier, donc à l'est, on avait 350 km. L'année dernière, c'était à La Rochelle, on avait également 350 km. Donc effectivement, on est central. Donc c'est que tu arrives dans le Berry, eh ben, faut être prudent, faut y aller doucement, faut pas les brusquer les berrichons parce qu'ils y aiment pas, tu sais. Hein? Une fois que tu es adopté, ça va impeccable. Ils veulent plus te laisser partir d'ailleurs. Nos 3 explorateurs arpentent une zone d'environ 25 km² dans laquelle plusieurs villages revendiquent le statut de centre géographique de la France. Avec une densité impressionnante de sites à visiter. Là, on arrive au centre de la France pour les gens pressés, puisqu'on arrive au pavillon du centre de la France qui se trouve sur l'aire de l'autoroute A71. C'est vrai, ça peut être pris à marée basse, à marée haute, c'est vrai. C'est très rigolo que tout le monde se batte pour le centre de la France. À part celui-là qui est un peu excentré, sinon les autres, c'est quand même dans un mouchoir de poche. Hein. Bah oui.
Moi, je suggérerais bien que le centre il soit au milieu des centres. Ça va le faire ici, quoi. Oui, on n'y arrivera pas. Hein. Oui, en plein milieu des bois. Finalement, on n'est pas plus avancé qu'au départ. Bah, on n'y arrive pas. Hein. Non, on va venir pas le trouver, t'inquiète pas. On va le trouver. Oui, on va le trouver. Bon ben, au revoir. Merci. La journée ne fait que commencer et nos 3 explorateurs sont à la recherche du moindre indice. C'est reparti pour un tour, chacun à la recherche du vrai centre de la France. Là, on est à 380 km du Pertuis de Rousty, dans les Bouches-du-Rhône. Oui, donc on est au milieu du cercle. Hein. Il y a pas, comme on dirait par chez nous, il n'y a pas tortiller du cul pour chier droit. C'est là. D'après des écrits d'un certain monsieur, je ne sais pas comment, il y a plusieurs centaines d'années, c'est là le centre. Bon. Tout dépend si on compte la Corse, si on compte pas la Corse. Alors c'est pour ça, si on compte les îles, c'est en pleine mer. C'est le centre de toutes nos envies, disons. Voilà, tout simplement. L'abbé Théophile Moreux, 1867-1954, aurait déterminé le centre géographique de la France. Bonjour monsieur, je ne vous dérange pas? Bonjour. Je pense qu'ils sont fiers d'être au centre de la France et d'avoir déterminé un point, enfin je suppose, hein, pour, ne serait-ce que pour le tourisme, pour dire aux gens, c'est ici vraiment le centre de la France, un endroit à passer, à voir. Un endroit à découvrir, voilà, en tout cas. À découvrir. C'est difficile à trouver des bons calculs de toute façon. Hein. Allez, on n'est pas à 10 km près. Non. On est au centre. Oui, on est au centre. Je trouve que cette région a des atouts exceptionnels. La journée a été longue, mais l'essentiel est au rendez-vous. Échanger les souvenirs, partager de bons moments et être sûr d'être bien au centre d'un cercle d'amis. Toi aussi, à la santé des centres, au centre du centre. Salut Gilliane, on s'embrasse. Hein. Oui. Bienvenue. Merci. Alors c'est l'aéroclub d'Issoudun et l'aérobar d'Issoudun. Oui. C'est Jérôme, enchanté. Salut Tony. C'est sympa comme lieu. C'est rare d'avoir un équipement comme ça pour l'aérodrome. On est bien lotis, ouais. C'est un vieux club. L'aéroclub date de 1938. Avant, c'était une école de formation pour les pilotes militaires, une école américaine, où on avait 4 hangars comme celui-ci. Donc, formait des milliers de pilotes pendant la guerre, en fait. C'est une très bonne plateforme pour les concours aussi, parce qu'on a beaucoup de place, 3 pistes. Et oui. Donc il y a des compétitions organisées ici. Oui. Tous les ans, on organise les championnats de France la plupart du temps, un championnat international. On a déjà eu 2 fois les championnats du monde aussi. En parlant de championnat du monde, on a même une championne du monde avec qui tu vas voler aujourd'hui. C'est pas vrai. Oui. Ah oui, t'étais championne du monde, génial. Ah ouais, vous aviez assuré ma sécurité, c'est ça? Vous avez voulu assurer? Tu peux pas tomber mieux. Super. Toi, Gilliane, tu as un petit accent quoi? Américain? Non, je suis d'origine britannique. Britannique, de quel pays tu es? Angleterre. Angleterre. Oui. Désolé. D'accord. Bon, ok, alors je vais te montrer un peu le planeur. C'est un planeur de haute performance. Alors, on va attacher la câble ici. Oui. Alors, je vais te montrer les 2 cockpits, en fait, qui sont identiques. D'accord. Avant comme derrière. Alors, si tu as un petit coup de fatigue, je peux reprendre le relais. Ouais. Enfin, n'hésite pas. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, je vais te mettre maintenant le parachute. S'il te plaît. C'est ce qu'on appelle être chausse-pied. Très bien. Alors, comme il va faire très chaud, Jérôme, il faut porter ça sur la tête et puis aussi ici. Tu es sérieuse? Tu es vraiment sérieuse? C'est pas à la mode, je sais, mais c'est pratique. D'accord.
Tu sais que tu es la première personne au monde qui m'oblige à mettre un bob sur la tête. Je veux que tu le saches. C'est déjà une prouesse. Hein. Ok, je vais fermer la verrière. Ça y est, on est en l'air. Alors, je vais bientôt larguer. Alors, je largue. Et voilà. Nous sommes seuls et abandonnés par le monde motorisé. Alors, nous avons la ville d'Issoudun à droite. D'accord, monsieur. C'est marrant de voir la ville, on voit l'ancien tour et toutes les petites maisons. Ouais. C'est comme un autre monde là-bas. Survoler cette région-là, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour toi? Moi, j'aime beaucoup de regarder tous les petits villages, les lacs, les bois. Tu vois le paysage, comme elle est jolie. Ouais. Alors, j'aime beaucoup de regarder les châteaux en France. Ouais. Ici, dans la région, on a plein de petits châteaux. Ouais. Ça, c'est fantastique aussi, parce que les châteaux sont souvent cachés. Ouais. Et les Britanniques, vous aimez bien les châteaux, hein? Oui. Il y en a un peu partout aussi là-bas. Oui. C'est là qu'on voit que la région, cette partie en tout cas du Berry, c'est de la plaine céréalière, c'est... Alors bien sûr, nous n'avons pas de moteur sur le planeur et ça arrive quand on fait un vol loin et la météo n'est pas bonne, qu'on ne peut pas revenir à Issoudun. Ah oui, d'accord. Et à ce moment-là, nous sommes obligés de se poser dans un champ. Il vaut mieux que ce soit en cette période parce qu'il n'y a pas les céréales qui poussent. Exactement. C'est quand même mieux pour toi. C'est quand même impressionnant, ces champs à perte de vue là. C'est juste génial. Oui. Hein? C'est un puzzle formidable. La balade, elle a été royale. Hein. Franchement, on avait une super condition de vol. Hein. Merci Non, de rien. de cette belle promenade. Pour le moment, c'est pas fini. Oh, presque. On n'a jamais été aussi près. Youhou! Ah, félicitations. Merci. Tu as survécu l'expérience. Ah bah, je suis championne du monde, heureusement que j'ai survécu. Non, c'était un vrai plaisir. J'ai passé un moment, voilà, c'est bien, on est au calme, on est bien, on se laisse porter par les éléments. Exactement, c'est très fabuleux. calme. Les gens ne comprennent pas en fait que le vol à voile est comme ça. Ouais. C'est juste le vent qui Ouais. passe les ailes. Ça a l'air tellement tout. facile. Oui. Tu fais ça avec une telle facilité qu'on a l'impression que Comme tout, un le monde, oiseau. tout le monde peut voler. Ouais. Oui. Ouais, c'est trop Tout à chouette. fait. Merci à toi. Bon, je avec plaisir. vais reprendre la route là. Je vais aller m'arrêter et faire une autre étape ailleurs. Merci encore, prends soin de toi. Bon voyage. Ciao. Bonne route. Merci. Ah, bonjour Jérôme. Salut Philippe. C'est génial cet endroit. Ah oui. Hein. J'adore, il y a des rouleaux de partout, c'est super. Tu vas bien? Oui, très bien. Regarde, on n'a pas fait les choses à moitié. Hein. Ah, l'âne du Poitou, ah oui, ça c'est ma région, oui, le Baudet du Poitou. Grande fierté de chez moi, ça. Exactement. C'est très sympa ce camp. Alors c'est quoi? T'appelles ça comment? Le village de Roulotte. Le village des Roulottes. C'est un village de vacances. Mais il y en a énormément, combien il y en a? 50. C'est le plus gros village de ce type en France. Très sympa. Je prends mes bagages. Ah ouais. Allez, viens découvrir ton petit paradis. Oh. Et voilà ton chez-toi. Voici mon petit nid. Il y a tout le confort, alors avec le lit en alcôve. Ah oui, donc
4 personnes, c'est bien, tu peux accueillir des familles. Voilà, une famille, c'est le principe. Oui, en général, on a un couple avec 2 enfants. Les gens apprécient beaucoup à la fois la tranquillité de l'espace, de l'environnement, et puis surtout la découverte des animaux en pleine nature. C'est formidable, comme ce que tu entends. Les ânes ne sont pas très loin. Et puis je t'en ai mis un sur la table aussi. Hein, ça, c'est le petit clin d'œil. Je vais le prendre, si ça t'ennuie pas, je vais dormir. J'ai oublié mon doudou. Oui, donc je vais le prendre en doudou. Je vais le mettre tout de suite sur le lit. Pas quand même dormir tout seul. Voilà, je le mettrai sur mes deux oreilles d'âne. Voilà, dans l'enclos des grands noirs du Berry. Salut jeune homme. Ça pleure un petit peu. Il est jeune lui, non? Oui, c'est une jeune ânesse. Elle est belle, hein, c'est beau. Hein. Oui. Alors quelles sont les caractéristiques de cet âne? Alors, il est un peu compris dans son nom. Il est grand, noir et du Berry. D'accord. Non, plus sérieusement, c'est un âne qui, à l'origine, était un âne agricole qu'on utilisait pour les travaux des champs. Donc on avait besoin d'animaux grands, bien éclatés, tu vois, assez forts, une grosse tête et puis cette couleur très caractéristique avec ce ventre blanc. Mmh. Donc la mule, je confonds tout le temps, c'est une jument avec un âne. Oui, c'est ça. Et un étalon avec une ânesse, c'est quoi? Un bardeau. Un bardeau, c'est ça, d'accord. Et on a coutume de dire que le bardeau est quand même un petit peu plus difficile à utiliser et n'a pas toutes les qualités qu'à la mule ou au mule. D'accord. Ça va pas faire plaisir à Brigitte, ce que tu dis, mais bon. J'espère qu'elle le saura pas. Hein. Allez, c'est parti. Oui, Darius, oui, on est là, Zozo, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ça y est, tu as déjà travaillé, toi, la semaine dernière, il me semble. Chaque matin, le même rituel. Olivier rassemble ses ânesses. C'est l'heure de la traite. Tu pourrais venir quand même, hein. Sans blague. Toujours que ce soit moi qui monte là. Dans son parc, elles sont 24, de toutes les races, à vivre tranquillement ici jusqu'au moment de la retraite. Voilà, Passion est arrivée. Et on est parti. On fait une petite pression. Enfin bon, voilà. C'est bien investi, très bien, nickel. Parfait. Un lait particulièrement riche et digeste, proche, dit-on, du lait humain. C'est quand même un produit assez délicat à obtenir. C'est bien, pas bouger, Passion, pas bouger. Allez. On a quand même affaire à des animaux, enfin du moins des ânesses qui sont relativement sociables et qui connaissent un petit peu ce que j'attends d'eux. Donc ça bouge pas d'un poil. Hein. Très bien, c'est bien ma belle. Oh merde, zut. Oh, je le sépare un petit peu parce que là on s'en fait. Oh Darius. Ok. Au début, on a été pris un petit peu pour des uluberlus en fait sur le concept, sur l'idée de faire du lait d'ânesse, principalement des savons. Les gens n'étaient pas spécialement trop en osmose avec nous. Mais bon, on n'a pas lâché le morceau. On y va les nanas. En plus des vignobles et des chambres d'hôtes, Olivier a choisi cette activité par passion pour les ânes. Allez filles, Kakina, Jade, Julia, Prunelle. On y va les filles. Allez. Olivier filtre le lait pendant que Cécile prépare les savons. Des billes imbibées de lait d'ânesse et d'huile d'amande douce se mélangent pour donner une pâte riche et onctueuse. Là, je vais presser, mélanger les matières jusqu'à obtenir une pâte homogène avant de les transformer en savon. Des parfums et de la douceur, les savons de la ferme ont beaucoup de succès. Demain, les ânes resteront au pré, pendant que Cécile et Olivier partiront vendre leur production lors d'une foire près de chez eux. Étienne Mercier, lui, est un éleveur de grands noirs du Berry. À la veille de cette foire, il prépare ses championnes car demain, il transportera 8 ânesses et un mâle au concours. Oh, tu n'as pas perdu ton poil encore, hein? Pourquoi un grand noir du Berry? Tout simplement parce que je suis berrichon. Alors j'aurais été en province, ça aurait été province, un normand, normand, cotentin, cotentin, ou bourbonnais, bourbonnais, ou poitou, poitou, pyrénéen, pyrénéen. Hein. Parce qu'ils sont tous beaux. Très méticuleux et exigeant sur la présentation, il passe tous ses animaux au compresseur. Pas question de laisser un seul grain de poussière.
Départ le lendemain pour Lignières et sa 31e foire aux ânes. Allez, viens, Fiesta. Pour nous rendre à Lignières, c'est très bien parce qu'il y a très peu de virages, la route est bonne. On retrouve Olivier et Cécile qui vont passer comme Michel la journée dans cette foire entièrement dédiée aux ânes et aux mules depuis plus de 30 ans. Et les deux petits, on va les faire, et puis les deux autres qui sont arrivés, c'est la étape normalement. Et les deux. Ah, d'accord. C'est gentil, j'ai toujours des copains pour m'assister et donc ça me rend énormément service parce que vu le nombre, bien, je suis très content. Autour de ce champ de foire, il y avait autrefois 7 marchands d'ânes qui vivaient, pas uniquement du commerce de l'âne, mais aussi de petits métiers. Il y avait des maçons, il y avait des journaliers qui faisaient aussi le commerce de l'âne. On a décidé que pour les spectateurs, c'était quand même plus joli d'avoir tous une tenue uniforme. Donc on a décidé d'avoir un pantalon en noir, chemise blanche avec cravate et avec un âne sur la cravate. Est-ce qu'on peut vous offrir un petit café? Allez, je veux bien. Voilà. Allez. Bienvenue. Je vais aller me promener, je vais aller gratouiller toutes les grandes oreilles déjà, faire des selfies avec les mules, j'adore les mules. Puis voilà, je vais me balader, je vais aller voir les autres stands. Ficelle de la Fosse, Fauvette de Rhodes, Fally du Breuil, Fiesta du Breuil. À l'heure du concours modèle et allure, Monsieur Mercier défile derrière une championne. Mais bon, il est pas mal quand même. La 33, la 32. Ben, elle est quand même pas mal, mais je trouve. 26, 27, ça, il n'y a pas de contestation. Un prix, c'est pour l'éleveur la reconnaissance de ses pairs. Et pour l'âne, la garantie d'un bon picotin. Merci. Vous pouvez l'applaudir, monsieur Mercier. Bonjour Eric. Ah bonjour Jérôme. Ça va bien? Ouais, je suis ravi d'être ici à Nohant là. Donc ça, c'est la fameuse maison de George Sand? Ça, c'est la fameuse maison de George Sand. Et là, on est dans son jardin. Là, on est dans la partie assez intime en fait du jardin, puisqu'on est sur un dessin de la grand-mère de George Sand. Elle a grandi dans ses parterres, elle a joué dans le jardin souvent avec des jeunes paysans aussi du village. Et lorsqu'elle va revenir à Nohant, après un épisode parisien, elle va consacrer sa vie également à rechercher le jardin de son enfance. Elle avait la main verte? Elle avait la main verte, on peut dire que la main verte, oui. Alors toi, comment tu t'es retrouvé dans ce beau jardin? Comment ça s'est passé? Bon, c'était une volonté, puisque je suis arrivé très jeune en fait. Moi, c'était mon premier poste ici, hein, donc j'avais une formation plutôt de production de pépinière. Et je suis de la région, donc tu vois, j'ai passé un concours au ministère de la Culture, et puis voilà, je me suis retrouvé chez George Sand. Alors toute cette région, la Nohant et les alentours, ça a été mis en lumière, notamment dans ses ouvrages, par George Sand, bien entendu. Sylberry est connu aujourd'hui, c'est bien grâce à George Sand. Eric, est-ce que tu me ferais faire un petit tour du propriétaire? Eh bien, allons-y. Je sais que la propriété est vaste. Jérôme, normalement, on n'y va pas, hein. Mais exceptionnellement, on va rentrer dans cette petite pièce qu'on appelle le boudoir. Et c'est là où elle écrivait.
Elle écrivait juste là, sur ce petit bout de planche. Et elle écrivait là, oui. Elle va dire elle-même qu'elle écrit le nez dans son placard. Ah oui, là pour le coup, oui. Alors Eric, dis-moi, quel est ton livre préféré de George Sand? Moi, mon livre préféré, contrairement aux grands classiques de la Mare au diable et de la Petite Fadette, moi, ça va plutôt être André. Pourquoi? Pour une raison qui est très simple, c'est que c'est très descriptif de scènes, de nature, de fleurs, tu vois. Et du coup, ça me correspond bien. Elle avait beaucoup de personnalités d'artistes et auteurs dans son entourage. Oui, bien sûr. Et d'amoureux, parce qu'elle a eu beaucoup d'hommes dans sa vie, comme Chopin ou Musset ou d'autres. Oui, oui. Chopin, ça va être son grand amour, Ouais. quand même. Hein. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'on imagine, les fenêtres sont ouvertes, on a Sand qui écrit d'un côté, on a Chopin au piano, et on a Eugène Delacroix qui est en train de peindre dans le jardin. C'était vraiment un bouillon culturel, c'est intéressant. Ouais. Bon, je vais vous jouer un petit Chopin, alors vite fait. Hein. Tu vas reconnaître tout de suite. Attention. Hein. Alors tu vois, nous là. Tu vois, la particularité de ce jardin, c'est d'avoir le cimetière familial. George Sand était très attachée, avait un rapport fort avec la nature, et elle souhaitait vraiment rester dans son jardin. Donc elle va faire un achat de terrain un petit peu plus loin, qu'elle va échanger avec la commune pour disposer de ce lopin de terre. C'est pour ça qu'on est juste à côté, en fait, du cimetière communal. Ok. Alors son vrai nom, c'était Aurore Dupin. George Sand, pourquoi? Pourquoi George Sand? À l'époque, déjà, les femmes n'avaient pas le droit d'écrire, ou en tout cas n'étaient pas reconnues comme écrivain. George Sand va commencer par coécrire un roman avec un autre écrivain, Jules Sandeau. Après le succès de ce roman, en fait, Aurore, puisqu'on ne peut pas encore parler de George Sand, c'est bien Aurore Dupin, et qui va demander à Jules Sandeau si elle peut emprunter son nom, qu'elle va raccourcir, qui va devenir le Sand, et le Georges, eh bien le Georges, parce qu'il faut être un homme pour être reconnu, elle va prendre un nom masculin. Ce personnage hors norme inspire encore de nombreuses femmes dans le Berry. Sand, Armandine, Lucille, Aurore Dupin, baronne du Devant, connue sous le nom de Georges, la plus célèbre des femmes auteurs contemporaines, née à Paris le 1er juillet 1804. Elle a écrit des nouvelles, elle a écrit beaucoup de romans, c'est ce qu'on connaît le mieux d'elle, les romans, elle a écrit énormément d'articles, elle a écrit du théâtre, donc c'est une femme qui est extrêmement, dans la littérature française, un écrivain extrêmement éclectique. Hein. Elle avait une vraie empathie pour l'humanité. George Sand, à ce moment-là, en 1848, elle s'est engagée pour la défense du peuple, et dans son milieu, c'était pas bien vu, évidemment. Très jeune, Aurore Dupin veut se libérer de son carcan social et lutte contre les préjugés d'une société conservatrice. Et c'est à Verneuil-sur-Igneray, au château de Coudray, qu'elle rencontre Jules Sandeau, qui allait encourager ses talents d'écrivain. C'est une ancienne capitainerie qui date du XIIIe et du XVe siècle. Il y a 35 ans de cela, Pierre et Lydie étaient encore des instituteurs qui rêvaient de vacances à la campagne. Chaque week-end, ils quittaient Paris pour retrouver leur petite maison tranquille. Accidentellement, nous sommes tombés sur cette maison qui était en ruine, qui était abandonnée. C'était ouvert à tout vent. Son état nous a émus. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas essayer de la restaurer, au moins de lui acheter un toit. Ils découvrent alors que George Sand venait très souvent au Coudray et qu'elle était rarement seule. Pour Lydie et Pierre, les lettres de la Dame de Nohant résonnent comme une véritable histoire de famille. C'était des gens très fortunés. Et Passionnés par l'âme de leur maison, le couple ouvre régulièrement ses portes aux visiteurs. Et c'est un peu de leur vie qu'ils partagent à travers l'incroyable destin d'Aurore Dupin. oui, la façade que l'on voit au musée de la Châtre. Voilà. C'était l'endroit préféré par Madame du Devant. Voici Aurore et Sandeau. La future George Sand. Elle était superbe. Elle avait des yeux magnifiques. Ça a été le coup de foudre.
La grande Sande est naissée à cette époque-là. Elle a commencé à écrire une bonne centaine de romans, une quarantaine de pièces de théâtre, des milliers, parce que je crois qu'on est à 28 ou 29 000 lettres répertoriées. Enfin, ça a été un écrivain très prolifique. Un siècle plus tard, l'âme de George Sand plane toujours sur les terres du Berry. Un fort héritage qui a inspiré plus d'une femme du département, à l'image de Sonia. À 48 ans, mère de 4 enfants, cette berrichonne mène de front son travail et sa passion pour la montgolfière. Vigneronne de métier, elle se lance dans une nouvelle activité, des vols en ballon pour surplomber le vignoble sancerrois avec son fils Lucien. D'ici, on voit Sancerre d'une façon très calme, très pacifique. C'est un petit peu le Mont-Saint-Michel des vignes. Et en ballon, c'est encore mieux. Un spectacle vu du ciel, d'autant plus appréciable en ce tout début d'automne. Quelques mètres en dessous, l'activité bat son plein. On voit vendanger tous nos collègues, hein, nous y compris. La plus grande partie des vignerons ont commencé à vendanger hier. Et là, ça va être une semaine vraiment intense. On est tous dans les starting blocks. On voit les vendangeurs en bas, regardez, avec la hotte et tout. De son ballon, Sonia veille au grain sur le domaine de l'entreprise familiale qui produit du vin depuis 10 générations. Après cette belle parenthèse dans les airs, à peine le pied à terre, Sonia reprend déjà ses affaires en main. Allô ? Oui, alors c'est bon, on fera 2400 bouteilles. Là, je suis pas à la cave, mais avant midi, on vous envoie un mail. Mais bon, c'est OK pour 2400 bouteilles, d'accord ? Il faut gérer tout ça, gérer les enfants, gérer le domaine, les clients. Les femmes, on fait toujours plusieurs choses à la fois, c'est bien connu. Donc voilà, ça continue. Donc là, je vais les aider à ranger. Dans son domaine de Sury-en-Vaux, pas de répit pour Sonia. Dernière inspection avant la taille du raisin. Tiens Clem. Merci. Ah, ça se passe bien ? Oui. Sonia est fière de son cépage, dont plus de la moitié de la production est exportée à l'étranger. Il n'y a plus le problème qu'il y avait hier sur les batteurs ? Non. Multicasquette, cette femme de poigne est consciente du chemin parcouru depuis les premières inspirations féministes insufflées par George Sand. Il y a 100 ans, faire ce qu'on fait aujourd'hui, je pense clairement que c'était impossible. Impossible. C'est culturel. Hein. La femme avait un devoir d'obéissance, était là pour fonder la famille, pour élever les enfants, mais certainement pas pour s'occuper des affaires. Aujourd'hui, toutes les femmes travaillent. Et ça a complètement changé l'ordre des choses. Et je dirais même, on voit maintenant même des papas qui élèvent les enfants et les mamans qui vont travailler. Donc je pense que George Sand penserait que c'est le monde à l'envers. Jérôme Pitorin poursuit sa découverte du Berry. Comment ça va ? Super bien. Qu'est-ce que c'est beau ? On nous appelle le poumon vert de Bourges. Certains diront que je suis au centre de la France. Entre histoire... Si le Berry est connu aujourd'hui, c'est bien grâce à George Sand. Et sensations fortes. Nous sommes seuls et abandonnés par le monde motorisé. À cœur vaillant. Rien d'impossible. Il a atterri au centre de la France. Allez, on n'est pas à 10 km près. Non. On est au centre. Oui, on est au centre. Le cinéaste animalier Patrice Luneau va lui dévoiler la poésie saisissante du parc de la Brenne. J'ai la chance de pouvoir m'émerveiller sur des toutes petites choses. En pleine nature. Mais pour le moment, c'est jour de marché dans le village de Saint-Août. C'est ici que la poule noire du Berry a donné rendez-vous à notre voyageur. Les barquettes de fraises, les 2 barquettes à 5 €, soit 5 € le kilo dans la fraise, mesdames, profitez-en.
Et son regard si doux rend jalouse les fleurs même. Oui, monsieur. Bonjour. Vous êtes très élégante, madame. Hein, vous êtes là toutes les semaines? Oui. Depuis combien de temps vous faites le marché? Oula, il y a des années. Ouais. Je suis âgée. Qu'est-ce qui représente ce marché pour les gens de la région? Eh bien, écoutez, c'est la volaille. C'est la vente de la volaille. C'est la vente de tout, des œufs, des légumes. Oui, des légumes, tout. Il y a tout. Allez, belle journée. Ce jour-là dans ce sur les airs chantés. Vous êtes un peu le sosie officiel de l'abbé Pierre? Père Noël. Père Noël et l'abbé Pierre. Et puis Fidel Castro. Ah oui, pas vraiment la même philosophie de vie des deux. Hein. Ah bah non, non. Bonjour. C'est vous qui le faites? Il fait toujours du boudin, votre papa? Tout le temps? C'est pas trop embêtant d'avoir quelqu'un qui boude tout comme ça toute la journée? Et regarde les petits poussins aussi. Vous voyez comme c'est mignon? Ah ouais. Bonjour messieurs, je voulais adhérer au club. Salut Jérôme. Ça va Francis? Superbe. Super bien. Ah ouais. C'est incroyable ce marché, il est génial. C'est un public local. Ouais, je l'ai bien vu, ouais. C'est un des derniers marchés à la volaille vivante. Hein. Il n'y a pas que de la noire du Berry, tu as vu là? Oui, j'ai vu, hein? oui. Alors voilà un beau spécimen de race, la noire du Berry. Celle que tu défends, celle que tu... Celle que j'essaye de défendre. Haut et fort. Et qu'on essaye de faire renaître dans le Berry, oui. Mmh. Ouais. C'est-à-dire que cette poule, elle a disparu à un moment donné, ici, dans la région? Voilà. Hein, on va dire dans les années 50 à peu près, pour des raisons économiques. Hein, c'est une croissance lente. D'accord. Hein, il faut 150 jours pour élever une volaille comme ça, alors que dans les années 60, on a fait des poulets aux hormones qu'on pouvait élever en 40 jours. Ouais, d'accord. Alors, quelle est la vocation du club, de ton association? Alors, si tu veux, toi, sur ce marché de Saint-Ouen, là, on est présent une fois par mois. On vend des volailles aussi, hein, et on les expose. Hein, et on explique aux gens que c'est une race qui a failli disparaître et que nous, on est là justement pour se battre, pour essayer de la faire renaître. Elle a du succès, hein? Donc, c'est quoi les caractéristiques, alors, par exemple, de ce coq? Il a une crête simple. Il a l'iris de l'œil rouge, l'oreillon rouge aussi, la couleur des pattes gris ardoisé. Faut pas qu'il ait la queue trop droite, style écureuil. Il a des reflets aussi là. Ah, les reflets, on dit vert métal ou vert scarabée. Allez, direction la ferme. Là, on peut tourner à droite. Là. Voilà la ferme du Bois Doré. Bienvenue. C'est très mignon aussi, j'aime beaucoup. Ouais, c'est vraiment la grange typique du Berry, ça. Avec le porto qui s'avance, les basses gouttes de chaque côté. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es ici dans cette ferme, toi? 22, 23 ans. Ok. Ouais. Mais je n'étais pas agriculteur, hein. J'aime bien m'entourer de volailles, j'aime bien faire du jardin, j'aime bien... Voilà, je suis assez nature. Comment tu es passé du coup de juste fermier du dimanche à fermier tout court? Quand j'ai découvert la noire du Berry, je me suis dit c'est ça qu'il faut que j'élève, c'est ça qu'il faut qu'on sauve, c'est notre patrimoine. J'avais l'opportunité d'avoir, il y a 2 hectares de terre autour de la maison, là. C'était suffisant pour élever des poulets, puis voilà comment je me suis lancé. D'accord. Il y en a qui s'abritent là sous... Ah oui, elles cherchent l'ombre. Hein. Elles n'aiment pas le soleil? Ah non, non. Elles sont déjà suffisamment bien grillées comme ça, hein, par le soleil. Hein. Toc toc. Salut. Jérôme. Ça, c'est magnifique. C'est original. Tu veux que je t'aide? Moi, j'aime bien donner à manger. C'est vrai? Ah oui, quand j'étais gamin, je faisais ça chez ma grand-mère. Voilà les filles, à table. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à reprendre l'activité de papa?
Eh ben c'est... Mon papa il faisait de la qualité, d'une volaille de qualité, un bon produit. C'est important pour le patrimoine local. Puis maintenant, je dis pourquoi pas moi. Ça a dû te rassurer de voir que le fiston reprenait les affaires. J'y suis très attaché. Et c'est vrai, il y a un élan dans le Berry pour dire on sauve ce qu'on a. Je pense que c'est un combat qui mérite d'être mené et puis il va le faire. En tout cas, tu as un très bon ambassadeur et de ta campagne et de tes poules. Hein? Je te remercie, Jérôme. Bonjour Laurent. Bonjour Jérôme, ça va? C'est sympa. Ouais, j'ai eu passer, ouais. J'ai pris le temps de passer. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes en train de faire une petite lessive? On fait une petite lessive, oui. Elle est un peu colorée, hein. Le linge était sale. Donc ça, c'est le cœur de votre métier. C'est le cœur du métier. On dit mégisserie, c'est la teinture du cuir. Mégisserie, c'est les petites peaux. D'accord. On les petites peaux, les grandes peaux, on appelle ça la tannerie. D'accord, ah oui, d'accord. Donc là, vous allez contrôler si... on va contrôler si la teinte est conforme. La teinte est conforme, il va sécher un morceau. On va regarder s'il n'y a pas de tablure, si tout s'est bien passé. Ouais, ok. Donc la teinture est propre, hein, et le noir il est resté dans la peau, hein, il est bien fixé. Hein. Voilà. Donc là on peut continuer l'étape. C'est marrant parce que moi je m'imaginais vraiment des procédés industriels avec des machines et des... Ça reste relativement artisanal le travail. Ça reste artisanal. Des entreprises comme ça en France, j'imagine qu'il n'en reste plus beaucoup. Quand je suis arrivé dans l'Indre, il y avait à peu près entre 25 et 30 mégisseries et il n'y en a plus que 2. C'est la peau de quel animal? La peau d'agneau. Il faut savoir que l'agneau est élevé pour sa viande, hein, et nous on récupère le 5e quartier qu'on appelle le déchet qu'on va travailler et revaloriser. On va en rendre cette matière noble, etc. pour le luxe, etc. Parce qu'il y a un toucher, vraiment un toucher soyeux. On redonne une seconde vie à cette peau. Ouais, un déchet qui devient quelque chose de, précieux. Quelque chose de précieux. Ouais. Voilà. Nous, le cœur du métier est devenu justement des articles comme ça, teints, finis. Mais au départ, c'était le parchemin. Le parchemin, alors là, c'est quelque chose d'ancestral. Tu veux voir? Le parchemin, oui, ça m'intéresse, ouais. Bonne journée, Guy. Merci. Bon courage. Bien, on arrive dans la salle de cadrage. Tu vois? Donc ça, c'est clouté comme ça sur une planche et en séchant, elle s'étire, elle se blanchit, elle se durcit. Le Vatican nous commande aussi des pots des fois pour restaurer des livres anciens. On peut faire des luminaires, on peut faire un peu de tout. C'est de l'artisanat. Tout le monde ne sait pas le travailler non plus, le parchemin. Il y a un savoir-faire qui a disparu aussi. D'accord. On envoie une peau ici finie. Hein, donc c'est le début, c'est l'ancêtre du papier. Ouais. Si on le met à la lumière, on voit la couleur, on peut voir à travers. Qu'est-ce qui fait que l'entreprise ici a réussi à se maintenir Baudin Joyeux a pris l'option d'aller vers le luxe, vers un savoir-faire et d'être intransigeant sur le travail qu'on fait et le service aussi. Bon, c'est bien, c'est chouette, oui. Bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle. Que l'entreprise ait sauvé sa poche, si je puis dire. Hein, voilà. Qui n'est pas périclitée comme les autres, voilà. C'est vrai, c'est chouette. La campagne de France n'est pas que l'attrait des paysages. C'est aussi un magnifique réservoir de main-d'œuvre pour certaines filières exigeantes. Saint-Amand-Montrond est une ville que vous connaissez sûrement si vous êtes un lecteur assidu. Ces imprimeries ont laissé leur marque sur de très nombreux ouvrages au cours du siècle dernier. Loin des éditeurs parisiens, le Berry a gardé une place dans ce métier en s'adaptant. Il a converti les petites mains minutieuses travaillant lettre par lettre en virtuose de l'informatique. Le livre a subi bien des crises, mais il est toujours vivant et réclame encore la même exigence.
Ça reste un objet auquel on est attaché, ça se feuillette, ça a une odeur, un livre, je veux dire, ça se transmet un livre, voilà. L'exigence, c'est ce que l'on cultive dans cette pyramide à Saint-Amand-Montrond. Au siècle dernier, le Berry avait de la main-d'œuvre à revendre et un train direct pour Paris. Les bijoutiers de la place Vendôme y ont trouvé la minutie et le sérieux qu'ils cherchaient pour leur collection prestigieuse. Franck Domain est un pur héritier de cette tradition. Mon grand-père, par exemple, juste après la Seconde Guerre mondiale, a travaillé chez lui à domicile. Et donc il fabriquait de la maille polonaise. Généralement, il montait de la maille polonaise. Il y a une grosse partie de la population de Saint-Amand bossait pour le métier, comme on dit. Donc la plupart des gens travaillaient chez eux à domicile. Un atelier aux allures de laboratoire futuriste pour une profession qui flirte toujours avec l'excellence. Soudure au laser, conception sur logiciel, imprimante 3D. Une profession propulsée dans le 21e siècle. L'avantage, c'est que le client peut lui transmettre par mail. Donc là encore, la distance, finalement, c'est plus vraiment un problème avec le client. Il a fait tourner sur lui-même, il nous dit les petites modifications à faire ou pas. Et nous, après, on la met dans cette machine et elle nous l'imprime directement. Pour perpétuer ce savoir-faire, un lycée technique a ouvert ses portes il y a 50 ans de cela. Des élèves de la France entière viennent y apprendre les techniques pointues de l'orfèvrerie. Franck y était élève, il est aujourd'hui professeur. Pour ça, là, j'ai eu du mal au début à le mettre en forme. Ouais. Donc j'ai percé, je l'ai mis à l'intérieur. Et en fait, avec la colle d'acryl, on ne voit plus rien. On ne voit plus les trous que j'ai fait en trop. Cette section, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à découvrir plein de choses, faire des tests. Là, ça leur permet vraiment de se découvrir une passion. Au nord de Bourges, dans le petit village de la Borne, le savoir-faire des habitants, c'était la poterie. Un art qui attirait déjà du monde dans les années 70. C'était une petite village, un peu dans la brume, avec des petites maisons. Et c'était une petite village où il n'y avait pas une seule douche. Il n'y avait pas de WC. Je suis arrivée du Danemark, on a fait du stop. Il y a un vieux monsieur qui nous a monté dans un 2 chevaux et on est arrivé à la Borne. Et j'avais une adresse à la Borne. Ça semblait très très loin dans la campagne. Mais j'ai senti ici quelque chose de très fort par rapport à mon métier. La Borne a une grande tradition de four à bois qui date du XVe siècle. Ce village de 200 habitants a attiré autour de lui une centaine de potiers. Et il ne s'est pas endormi sur son passé. Un centre de céramique contemporaine est sorti de terre pour mettre en avant l'excellence d'un certain savoir-faire. Ce savoir-faire perdure encore aujourd'hui et rayonne bien au-delà des frontières du Berry. Oui, il est un peu tendu, le monsieur. Good morning. Bonjour. Ça va, Robert? Super bien. Très content de vous rencontrer. Mais alors, toi, tu portes le kilt toute l'année? Oui, je porte le kilt toute l'année pour plusieurs raisons. Je suis la victime fashion de Lady Christelle. Je suis son modèle ambulant. Donc, mais aussi, c'est vrai que je représente le clan McKinnon. Et c'est un petit peu un devoir planique de représenter mon clan, le clan de ma famille. D'accord. Et c'est un bonheur de porter le kilt. Qu'est-ce que vous faites? On change le mannequin de l'Office de tourisme d'Aubigny. D'accord. Chaque mois, on le change avec un ensemble différent, un tartan différent. Ok, Christelle, regarde, je te laisse attacher le sporran. Ça marche. On va aller faire un tour, on va acheter du pain, on va faire un tour en ville, tout ça. Tu me fais visiter Aubigny? Allez, c'est parti. Ça marche. Bonne balade. Ok. Merci. Nous sommes
dans le château d'Aubigny-sur-Ner, qui est la mairie aujourd'hui. Mais bien sûr, c'était le château des Stuarts. Donc, nous sommes en Écosse. Pendant la guerre de 100 ans, Charles VII a fait appel aux archers écossais au nom de l'ancienne alliance Pour se battre franco-écossaise. contre les Anglais. Et un grand chef de guerre, Jean Stuart de Darnley, est arrivé à prêter main forte. Et en récompense, Charles VII lui a donné Aubigny-sur-Ner, mais toute la région, jusqu'à Sancerre. Les nobles écossais, les archers, se sont mariés avec des dames berrichonnes. Et ça a fait de cet endroit incroyable la ville la plus écossaise de France. C'est moi ou il y a une petite bruine écossaise qui tombe? La pluie d'aujourd'hui et le whisky de demain. Alors Jérôme, voilà le saint des saints. Ah, d'accord. Bonjour. 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 Santé. Bonjour. Alors donc, on avait l'envie de goûter un petit Bunnahabhain version tourbée. Ok, on y va. Merci. Sláinte, va. Santé. Alors maintenant que je connais tes origines écossaises, je me dis, c'est pas un hasard si tu t'es retrouvé à Aubigny. Non, non, c'est vrai. Déjà, mon métier, c'est joueur de cornemuse. Mais l'instrument que je joue, c'est de la cornemuse berrichonne. Je suis devenu professionnel, donc j'ai sillonné un peu partout. J'ai habité Lyon, la Haute-Savoie, etc. Et puis là, avec le temps, j'ai rencontré cette dame qui fait les kilts, Lady Christelle. Et puis, elle et moi revenions ici chaque année pour rencontrer ces gens, ces porteurs de kilts. Ouais. Maintenant, depuis qu'on est là, depuis quelques années, les gens sont habitués de me voir en kilt. Et puis, petit à petit, les gens se disent, on devrait faire pareil, peut-être. Ça nous appartient, c'est vrai, c'est à nous. Et puis dès qu'on met le kilt, on a l'impression de retrouver sa vraie nature. Même si on n'est pas écossais. Tous les hommes que je connais qui ont porté le kilt un jour, je dis, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? C'est fou. À tenter. Ben voilà, c'est là. Je crois que j'aurais pu deviner, je sais pas pourquoi. La petite boîte aux lettres, il y a même un tartan là-haut. Ah, c'est chouette. Bienvenue, welcome home. Christelle? Oui, je suis là. Viens, Jérôme. J'arrive dans ton repère. Bienvenue au paradis. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas un petit atelier, c'est une mini-usine. C'est très singulier quand même. Oui. Pour une Française d'être quiltmaker. Quiltmaker. Mais je dis souvent que je suis couturière spécialisée dans les kilts écossais. Combien de temps tu mets pour faire un kilt, par exemple, comme celui-ci? Celui-ci, ça fait partie des plus longs, on va dire une quinzaine d'heures. Ça coûte aux alentours de 600 €, ça dépend des plissages. Alors si par exemple, moi je veux commander un kilt, dans combien de temps je l'aurai? Dans 6 mois. Non. Ben oui. Mon carnet de commandes est plein à ras-bord, donc je peux pas faire autrement, c'est 6 mois de délai. Tu es une star du kilt alors. Tu es devenue une star du kilt. Ce matin, Robert, il me dit, tu veux en essayer un? Ah bah oui, je crois que j'en ai un qui devrait aller. Ouais, c'est vrai. Je fais 30, 34, 36. Ouais. Mais hors taxe, par contre. Celui-là. C'est vrai? Ouais. Tu peux aller par là, très beau. Te changer pour le repas de ce soir. Alors, c'est cool, merci. Ah oui. Hey. J'ai tenu parole. Hey, parfait. Tu as vu? Aussi un gentilhomme du nord du Berry. D'accord. J'ai mis ma tenue d'apparat, hein, on voit bien. Sporran de soirée. J'ai mes filles qui rêvent de te rencontrer. Viens voir. Oh. Alors les filles. Coucou. Salut. Comment tu t'appelles? Louise. Ça va, Louise? Oui. Prépare aussi à manger? Oui. Bonjour, ma grande. Et toi, c'est comment? Évangéline. Évangéline. D'ailleurs, vous avez aussi arboré le tartan, le kilt? Nous sommes tous en McKinnon. Audentes Fortuna Juvat. Juvat, c'est le cri le ralliement des McKinnon. Exactement, c'est la devise. La fortune sourit aux audacieux.
Alors Évangéline, tes copains et tes copines à l'école, ils te disent quoi justement? Ils ont un peu peur de papa. Ah bon? Je sais pas pourquoi. Pourquoi? Je pense qu'il les impressionne. Parce qu'il porte le kilt, justement. Et toi, je suis sûr que t'es fière. Ouais. Parce qu'il n'y a pas tous les papas qui impressionnent les autres élèves à l'école. C'est génial. Tu mets ton pain dedans. Merci. Oh, jolie table. Et voilà. Est-ce que je pourrais abuser et demander peut-être avant, pour entamer le repas, pour se mettre en appétit, que tu me joues un petit truc? Oui, on pourrait jouer. Ouais, tu joues aussi avec papa? Ouais. Ah super. On y va? Oui. Ah bah c'est gentil, ça fait plaisir. On va se transporter encore plus en Écosse. Ce sont les gardiens du temple, des êtres de métal et de mosaïque cachés dans les feuillages. Dans leurs yeux, le souvenir d'un artiste hors norme qui a consacré sa vie à une construction improbable. La cathédrale de Jean Linard se trouve au nord-est de Bourges. L'histoire commence au temps de l'insouciance. Dans les années 60, Jean Linard et Anne Kashgar s'installent dans une forêt du Berry et sortent de terre en 6 semaines une petite maison. Elle est céramiste, lui peintre et graveur. Au fil des années, la maison s'agrandit. Puis Jean Linard se lance dans la construction d'une chapelle, qui finira par devenir une véritable cathédrale. Jean Linard était l'homme de tous les excès. 4 compagnes partageront sa vie, il aura 8 enfants. Aujourd'hui que l'artiste a tiré sa révérence, reste son œuvre, son héritage et la fragilité d'une bâtisse qui produit toujours autant d'émotions à ceux qui la visitent. J'aime bien parce que je trouve que c'est un lieu magnifique. En dehors de toute attache, c'est vraiment un lieu superbe. Il y a une énergie, il y a quelque chose... je vais dire quelque chose d'assez terrible, hein, mais je trouve que c'est même plus paisible et plus serein que quand Jean était là. Je crois qu'il a laissé le meilleur de son œuvre en partant. C'est vrai que c'était quelqu'un avec qui on s'ennuyait jamais, quoi. Tous les matins, il avait des nouvelles idées. Un matin, il s'est réveillé, il m'a dit « Tu sais, j'ai rêvé que les portes et les fenêtres de la maison, on les peignait en rouge, en bleu, en jaune et en noir. » Et ben, je suis allée acheter la peinture. À quelques kilomètres de là, l'atelier du fils aîné de Jean Linard. Autour des photos de famille, les enfants se souviennent d'une époque idéale. Pieds nus, la tête dans les étoiles, avec leur maman, Anne, venue du Danemark. On les appelait les enfants sauvages. Si on voyait trop de monde, on n'hésitait pas à balancer des pierres. Enfin, c'est ce que les gens ont raconté quand même. Hein. Là, ils sont tous les deux, là, Anne et Jean. C'était des grands artistes. Hein. C'est Anne qui lui a appris la poterie. Hein. Là, c'est la maison, oui. En fait, c'est une maison typiquement danoise. J'avais demandé à ma mère, qu'est-ce qui t'avait attiré chez Jean Linard? Et ma mère m'avait répondu, ah bah avec Jean Linard, tu veux une maison ou tu construis un village, quoi. C'est ça qu'il l'avait... Rien n'était impossible avec lui. Donc, tu vois, je pense une belle planche là, et puis 2 planches comme ça. Oui, je m'en occupe.
On vient poser. Oui. Et là, faudra être 2 au moins Oui, pour bah, le je poser. serai avec Anne, oui. T'embauches ta frangine, super. Clac. Alors, je vous montre le ciment? Oui. Élodie est la cadette. Elle porte aujourd'hui avec son association la lourde charge de préserver l'œuvre de son père. Avec ça, on va voir. Plusieurs fois par an, des bénévoles se rejoignent sur le site pour effacer autant que possible les marques du temps. Il y a des gens qui étaient déjà là l'année dernière, donc ils continuent ce qu'ils avaient commencé. Puis il y a des gens nouveaux, donc on avait repéré des endroits qui pouvaient leur être attribués, avec différentes activités, tu vois, soit de la mosaïque, soit de la peinture, soit du nettoyage de mousse, vraiment brosser les mosaïques et faire briller. On est dans la cathédrale et en même temps on est en plein air. C'est ça la cathédrale. La cathédrale, elle a comme toit le ciel. Voilà, c'est ce qu'il disait aussi. Donc c'est la cathédrale la plus haute au monde. Hein. Voilà. Une église, une cathédrale pour exprimer sa foi. Ça, c'était vraiment son discours. C'est lui qui le disait quand il faisait les visites. Et puis, petit à petit, il a lu aussi d'autres textes. Donc, il a lu aussi le Coran, il a lu aussi des textes de Bouddha. Il avait donc envie d'accueillir toutes les religions pour que les hommes se fassent la paix plutôt que la guerre. Un havre de paix. La cathédrale Linard est une œuvre à ciel ouvert, pleine de poésie, à l'image de son créateur. Bonjour. Salut Patrick. Ça va Jérôme? Super bien. Ouais. Ouais. Bonne route. Très bien. Pierre, qu'est-ce que c'est beau ici là? Ouais. Bonjour. Enchanté. Sylvie. Salut Sylvie. Ça vient la Brenne? Ouais, la Brenne, je connaissais pas. Dis donc, le peu que je vois, les étangs autour, ça a l'air immense. Ah ouais, tu vas voir, ouais, c'est impressionnant, effectivement. Ouais. Bon, je vais prendre ma valise. Et ça, c'est une maison typique de la région? Oui. C'est ce qu'on appelle les longères. Ouais. Maison tout en long, quoi. J'aime beaucoup. Voilà, J'aime beaucoup donc la là, pierre et c'est- le bois, je pense que je vais être servi. Ah bah oui, justement. Donc la chambre est à l'étage, je passe devant. Je t'en prie. Je vais te montrer ça. Ah, c'est super mignon. Hein. J'aime beaucoup. Voilà. C'est fait avec beaucoup de goût. Ah ah. Donc la chambre, je te laisse Pardon. entrer. Merci. Ça fait un beau volume, hein, dis donc. Voilà. Bon, ben écoute, je te laisse t'installer. Ça marche. Et puis tu nous rejoins en bas. J'arrive, Hein? dans 2 minutes, je suis à bout. Voilà, on t'offrira un petit pot et puis on rejoindra Patrick. Ouais, avec plaisir. Allez, Merci. à tout à l'heure. Bonne Tout de suite. installation. Ah, je vois qu'il y a des oiseaux. Les oiseaux sont présents vraiment beaucoup ici. Ah, les bouquins aussi. Dedans, dehors, il y a des oiseaux partout chez nous. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pris l'habitude de mettre des pièges photos la nuit un petit peu partout et je regarde ce qui est passé cette nuit. Des pièges photos, Ouais, D'accord. c'est ça en fait, hein, tu vois. C'est un petit boîtier, tu mets en route, tu l'accroches et tu t'en vas. Et pendant que tu dors, il travaille pour toi le truc. Les animaux ne perçoivent pas du tout la présence de l'engin. Et ça donne ça, des images prises de nuit. Et, ouais. Et là, ça fait 3 nuits que chaque matin, quand je regarde les images, je me retrouve avec ça. Là, tu vois. C'est un renard? Ouais, c'est un renard. C'est un jeune renard. Ah, c'est génial ça. La Brenne, il y a plus d'étangs, plus d'oiseaux, mais ça bouillonne de partout. Il y a plein de choses à voir, à faire. Et on a simplement à pousser la porte, mettre les bottes ou les chaussures, et on est rapidement en contact avec cette nature, quoi. Tu vas voir. C'est ce qu'on va aller faire. Oui, tout Hein? à fait. On va y aller. Cool. On est entouré d'étangs ici. Oui, oui. Ce qui est bien, c'est de s'arrêter quand il y a une trouée comme ça, pour pas trop se faire repérer. Les oiseaux ne nous voient pas. Quand tu es dans l'ombre, c'est bien. Bon, demain, je mets pas de blanc, promis. Je voulais un peu dire ça, mais pas trop, quoi. Là, on arrive sur la partie vidangeable de l'étang. Tu vois, là, cet objet en bois, c'est la bonde. On appelle la bonde. D'accord. C'est vraiment ce qui caractérise la Brenne, viens voir.
Et donc, avec une manivelle, les gardes ou les propriétaires peuvent jouer sur le niveau d'eau pour vider l'étang tous les ans à la Toussaint. Tous les ans, les étangs ici se vident? Oui, tous les ans, parce que les étangs qu'on a sous les yeux, comme beaucoup en Brenne, sont des étangs de production de poissons. Alors du coup, la Brenne, là, pourquoi déjà ça s'appelle la Brenne? C'est un nom qui a une signification dans le patois local? Ce qui est avancé, et qui est écrit dans des ouvrages sérieux, c'est que Brenne, ça veut dire merde. Désolé de te parler comme ça. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais moi, ça m'a été confirmé par une dame un jour qui m'a raconté que son frère, quand il était tout petit, se faisait gronder par la grand-mère. Et elle disait, ah bah dis donc, t'as encore brenné dans ton pantalon. Donc c'est pas des bêtises, ouais, ça déborde les frontières de la Brenne, si on peut dire. C'est bien du patois local. Voilà, complètement. Okay. Et il y a combien d'étangs au total ici sur la Brenne? Alors si on considère qu'un étang, c'est à une surface supérieure à 5000 m², il y en a 2500. Ah. Et si on baisse, on peut arriver à 4000. Perrine, baisse ta main extérieure. Benjamin, descends tes jambes, descends tes genoux. Pierre, décontracté, souffle un peu, t'es trop redouillard là. Allez, dans cette position, vous changerez de main. Changez de main sur le cercle et vous changerez de cercle avec les autres. Allez, on se met en cercle. Salut Philippe, ça va? Ça va bien, Patrick? Jérôme. Bonjour, enchanté. Philippe. Enchanté. Voilà. On vous entend diriger votre équipe. Tout à fait, tout à fait. Donc on a un sport qu'on appelle le horseball. Et tous les samedis matins, on est à l'entraînement. On a quelques équipes de horseball. On pratique, nous, l'activité depuis au moins 30 ans. C'est quoi l'origine de ce sport? C'est tiré un petit peu du bouskashi afghan, du pato argentin, puisque les Argentins jouent à un jeu nous on appelle horseball, eux c'est pato. Donc on a 2 équipes de 4 joueurs sur un terrain et ça se joue sur 2 fois 10 minutes. Donc ça c'est le ballon alors? Voilà, c'est un ballon de foot taille 4 avec 6 anses. Et l'objectif c'est de mettre des paniers. De tirer, de faire des passes, 3 passes minimum et d'aller tirer dans le cerceau. C'est impressionnant, hein. Moi je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça. Fin du match, on va à la buvette. Ça se passe comme ça ici. T'es un vrai sportif toi. Hein. Ouais. Ah c'est très chouette. Ouais. T'es fini? Alors, non, l'entraînement n'est pas fini, mais j'allais vous proposer de monter. Je suis pas un très bon cavalier, Philippe. Hein. On va faire ça tranquillement. Ouais, vraiment. Garanti. Mais avec plaisir, hein, mais juste pour vous dire que voilà, le cheval a intérêt à être très très bon alors. Il est très bon, jumelles, je te il est très gentil. Desserrer peut-être un peu. Ouais. Hop. Yes. Organdi. Voilà. Bon, jusque-là, puisque le cheval fait le boulot, c'est facile. C'est acrobatique, mais c'est sympa. Oula, bijou. C'est ce que je fais, j'essaye. Ça vous fait marrer, hein? C'est vraiment pas sympa. J'ai l'impression qu'il a juste envie d'ombre et pas de moi. Il a envie de galoper. Moi, moyen. Attends, vas-y. Ah, c'est bien, mon grand. C'est bien. Champagne pour tout le monde! Ils sont nombreux dans le Berry à défendre et préserver la nature. Là, tu mérites. Comme Yvan, un passionné tombé en amour pour une portion de la Loire qui coule au sud de Sancerre et délimite l'extrémité est du Berry. Moi, je suis un autodidacte, ouais. Je veux pas dire que j'ai pas fait grand-chose à l'école, mais depuis tout petit, je suis au bord de la Loire. Je faisais déjà du bateau depuis tout gamin. Et petit à petit, je me suis mis à aimer le fleuve et c'est vraiment ma grande passion, quoi. Il est 19h passé et ce soir, Yvan part rejoindre son fleuve. Il commence à cramer partout. Nous sommes dans la région de Sancerre, une zone qu'il affectionne tout particulièrement. Ça, c'est un endroit qu'on adore, Clore-Molou.
C'est un fleuve particulier ici. On a des îles qui sont, on verra ce soir, un paysage un peu façonné par l'homme avec ce qu'on appelle des boires, énormément de bras secondaires qui sillonnent dans ce gros bouchon végétal qu'on aperçoit en bas. Et ouais, c'est l'endroit à naviguer en bateau, c'est l'endroit que je préfère de loin. C'est 50 km du confluent Loire-Allier jusqu'à Sancerre. Départ avec 8 de ses amis à la découverte de la Loire sauvage. Maman, tiens, j'ai emmené ma maman, vous avez vu? Quel homme. Au programme, la traversée de la réserve naturelle du Val-de-Loire, un tronçon protégé de 19 km. Alors, le principe d'une sortie que j'appelle sortie castor ou crépusculaire, on part en général donc, sur les coups de 19-20 heures, ça dépend si c'est le printemps ou l'automne en fonction du coucher du soleil. Et donc on fait une petite descente pour se poser un peu avec la Loire, qu'elle nous emmène un peu en soirée dans le calme. Et donc on essaye d'observer des oiseaux, les petits cris d'alerte, les petits bruits du soir. Et bougez pas, il y a un biérot. On bouge plus une oreille. Il est en chasse là, vous voyez, il nous a pas vu si on bouge pas. Vous le voyez? Mais c'est un jeune, c'est un juvénile parce qu'en fait il a pas le blazer noir dans le dos, vous voyez? Attends, on va regarder. Non, non, c'est un juvénile, c'est un jeune. C'est un jeune de l'année. On est en France, je pense, très en retard. Et plus j'avance dans la vie, plus je me dis qu'on est des gros blaireaux de Français. C'est-à-dire que si tu étais au Canada, aux États-Unis, tu aurais, pour une zone aussi magique que ça, on aurait 15-20 rangers pour s'occuper de la réserve naturelle. On aurait des zones où tu imposes un campement. Il ne faut pas tout protéger à outrance, mais c'est un milieu fragile. Il faudrait en prendre bien plus soin que ça. Bien plus. Et on s'en apercevra comme le saumon en Loire. Le jour où il n'y a plus de saumon en Loire, on a commencé à s'exciter, à dire « Ah, faudrait... » Puis c'est trop tard. Et du coup, quand il n'y aura plus rien dans Loire, on s'y mettra, mais ça sera aussi trop tard. Avant Mylène Fort, s'il te plaît. Mylène. À la nuit tombée, c'est l'occasion d'apercevoir quelques castors en plein travail. Vous voyez l'amas de bois là? Le gros amas de bois, vous le voyez là? Allez, ça c'est une hutte. Donc ils dorment sous le grand peuplier qui est là. La Loire a ce soir des invités dans son lit. Et une nuit passée avec elle est souvent inoubliable. C'est bon, on y va? Cool, super. Allez. On va se dépêcher avant qu'il fasse un jour. On se lève, c'est beau. Ouais. On va avancer doucement, sans trop de mouvements brusques. D'accord. Et puis on va pouvoir observer à la longue vue. Voilà, c'est bon. On peut avancer encore un peu. Voilà, là c'est bien. Ouais. Parfait. Voilà. Quelle lumière magnifique ce matin. T'as fait toutes les étapes, le dégradé de couleur, c'est bon. C'est quoi là, l'oiseau qui est sur l'eau, dans le reflet là? Alors ça c'est un grébupé. C'est un oiseau piscivore. Donc, qui plonge l'eau pour chercher sa nourriture. C'est vraiment un oiseau symbole de la Brenne, le grébupé. Ah, c'est marrant. Ils sont deux là, tu les vois les deux là? Oui. Ouais. Ils font quoi? On dirait qu'ils font une parade. C'est ça, ils paradent, ils sont en train de s'impressionner. En plus, tu vois, les plumes de la tête s'écartent. C'est pour ça qu'on l'appelle le grébupé. Il a la huppe qui s'écarte au moment de la parade et c'est un cérémonial, prénuptial. Voilà. Ah, c'est incroyable de tomber là-dessus quand même. Oui, oui, c'est fréquent. Ça t'arrive souvent de voir des scènes comme ça de vie? Honnêtement, il y a tellement d'oiseaux en Brenne que quand on s'y promène comme nous le matin de bonne heure, tout va bien, quoi. La Brenne te fait vibrer depuis le début. Qu'est-ce qui t'a vraiment touché les premières fois, avant que tu connaisses justement tous ces rituels? Qu'est-ce qui t'a touché? Le premier déclic, je l'ai eu en regardant dans une longue vue. C'est un ami qui m'a fait regarder dans une longue vue quand j'étais ado.
Et là, j'ai vu un grèbe à cou noir, qui a des yeux rouges et des petites plumes en or, là. Et là, je me suis dit, ah, ça existe, ce truc-là. Et ça a été un gros déclic, c'est sûr. J'ai la chance de pouvoir m'émerveiller sur des toutes petites choses. Il m'arrive de rester une demi-heure devant une toile d'araignée, une araignée qui nettoie sa toile le matin parce qu'il y a trop de rosée, elle est obligée de faire tomber les gouttes le long de ses pattes. Je passe autant de plaisir à voir cette araignée qu'à regarder un grèbe, un accouplement de grèbe ou autre. J'ai de la chance. Sympa ces pierres là, comment ça s'appelle? Donc ça, c'est du grès rouge. C'est typique de la Brenne, quoi. C'est issu de petites buttes qu'on appelle des butons. C'est la signature Brenne. Ouais, complètement. Ouais. Estampillé Brenne. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Je t'emmène là. Je vais t'emmener voir Jaco, tu vois. Jaco? Tu vas dans les cuisines, toi. Oh, Jaco. Salut Patrick. Comment vas-tu? Bien, très bien, et toi? Toujours aussi beau. Toujours. Bonjour. Bonjour. Jérôme, enchanté. Jérôme, Enchanté. pardon, oui, excuse-moi. Jacques. Bon alors voilà, préparez quoi de bon? Alors, notre spécialité, la frite de carpe. La quoi? La frite de carpe. Donc je les coupe et on les met macérer dans de la bière. Vous allez la frire, vous allez la mettre en beignet? Voilà, donc je mets de la bière par-dessus. Ah ouais? Vous y allez pas... Et c'est la bière qui va être mélangée à la farine. Ça va donner l'aspect d'une pâte. D'accord. Les gens ne me croient pas quand on leur dit qu'il n'y a pas de pâte à beignet. C'est en tout cas très ambitieux d'avoir mis la carpe à la carte. C'est quand même pas mal. Là, on est dans quelque chose de simple. Et ça se mange avec les doigts, ça se partage. Ouais. Bon, bah, très bien, on s'en prend un seau chacun. Un seau de 6 litres. Il n'y a pas de souci. Je vous les fais cuire et puis alors, à tout à l'heure. Merci. On va s'installer là. On va être bien. Face à l'étang. Face à la mer. Un petit peu d'ombre. Et voilà. On va être bien là. Dis-donc. Allez, hop, on trinque. Avec grand plaisir. Voilà les frites de carpe. Bon, ça va vite, hein, on l'a vu tout à l'heure. Et les petits toasts de carpe fumée. Voilà, la spécialité de la maison. Et puis au moins, vous allez manger de la carpe. Merci, maître Jacques. Voilà. Merci bien. Merci, on va goûter ça alors. Hein. Il faut que tu prennes ça et que tu la trempes dans le fromage blanc. Tu manges et après tout va bien dans ta vie, tu vas voir, c'est nickel. La sauce est un petit peu pimentée au fromage blanc. Hein. Tout à fait, c'est relevé. Très bien. Et la carpe, c'est plutôt original. Franchement. Ouais, ça surprend énormément. Ouais. Bonne texture, c'est très bon. Comment tu trouves? Plutôt original, surprenant même, ouais. J'ai bien aimé, franchement. Tu sais, surprenant, c'est un petit peu ce qui ressort de mon voyage. Au départ, on vient, on n'a pas trop de repères, on sait à peine situer cette région et ses atouts. Et finalement, moi, je repars surpris avec les Écossais, Aubigny, avec les marais à Bourges, la maison Georges Sand, voilà, tout ce qui est un petit peu... original dans la région est bien mis en valeur, c'est bien. touristiquement parlant. Et la Brenne, évidemment, grâce à des gens comme toi, on peut découvrir une partie de ce Berry, en tout cas, qui est vraiment mal connu. Et ça n'est pas mérité. Donc, si vous avez la chance un jour de venir séjourner ici, n'hésitez pas. N'hésitez pas à surtout aller à la rencontre des gens qui sont d'une extrême chaleur, d'une extrême authenticité. Ça m'a beaucoup touché aussi. Et puis, on a un bon ambassadeur. Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Et je vous dis à très vite. À bientôt. Au revoir. Bye bye.